Bienvenue à tous, très heureuse de vous retrouver dans le JT des Sports de Télé Grenoble. C'est comme chaque lundi pour les chauvins comme nous, les résultats, les images, les réactions, les confidences de vos sportifs préférés. Avec ce soir un X-Men, il y a forcément un moteur dans ce garçon ou quelque chose à l'intérieur qui grimpe sur les montagnes à la vitesse de l'éclair. Champion de France de trail, grenoblois Sylvain Cachard, bienvenue. Bienvenue, Et merci. respect, hein. On va faire connaissance dans cette émission. Merci beaucoup d'être avec nous. Et, également avec nous le président du GSMH, c'est du handball. Bienvenue Jean-Luc Blache. Bonjour Lucille. Comme on se retrouve? Oui. Ouais, quelques ça fait années. Un temps certain. Exactement, quelques années après la présidence des Brûleurs de Loup. D'ailleurs, on va reparler de votre contexte. Alors, cette semaine, eh bien, il n'y a pas vraiment de zapping du week-end, car vous le savez, on vit un peu au rythme des reports et des annulations, avec le contexte qu'on connaît. Mais quand ça joue, ça joue. Et parlez-en donc aux supporters du GF38, qui ne se sont toujours pas remis du spectacle que les joueurs ont servi au Stade des Alpes. C'était samedi soir contre la grosse équipe de Valenciennes et devant la caméra de Lilian Veillé. Et de 3, le GF38 s'est imposé pour la 3e fois de la saison à domicile en autant de matchs. Les Grenoblois ont battu Valenciennes 2-0 grâce à des buts de Diallo et Ravet. Plutôt encourageant, après on va voir par la suite. Franchement, ouais, à domicile, c'est pas mal. Un beau jeu, on marque des buts, ça change des années précédentes. Je suis entièrement satisfait du match qu'on a fait. C'est un match qui, c'est toujours un peu, entre Valenciennes et Grenoble, des matchs qui sentent un petit peu la poudre. Voilà, des anciens joueurs, un ancien coach et tout. Donc c'est bon enfant, mais on a su rester nous-mêmes et faire le match qu'on attendait. La réception de Valenciennes était l'occasion de petites retrouvailles. L'ancien coach du GF, Olivier Guégan, était cette fois assis sur le banc adverse, où il est accompagné de 4 anciens Grenoblois, comme Spano, Vandenabel et Elogo. Voir les anciens Grenoblois jouer contre nous, mais dommage qu'il n'y a pas tous les supporters. Ça va plus être sympa, une belle fête. Pas tous les supporters et pas tous les joueurs non plus. C'est avec une avalanche d'absents que le coach grenoblois a dû composer. Florian Michel est blessé, Adrien Monfray suspendu et 9 cas de Covid ont été détectés au GF, dont 5 joueurs. On était un peu surpris, voilà, comme vous avez 3-4 joueurs d'un coup qui viennent par l'entraînement, ça fait bizarre. Mais Grenoble réalise un début de saison en fanfare. Une défense solide et une efficacité offensive retrouvée permettent déjà de regarder un peu plus haut. On est super content du début de saison. Pour l'instant, on a obtenu de bons résultats. Je pense qu'on a fait dans l'ensemble un bon match à l'image de notre début de saison à domicile. Mais il ne faut pas s'enflammer. Il faut rester humble. On sait qui on est, on sait ce qu'on a à faire. Et voilà, l'appétit vient en mangeant, on mange bien. À nous de continuer sur cette voie-là. Après 6 journées, les Grenoblois sont 2e du classement. Pas encore de quoi s'affoler, mais déjà assez pour commencer à rêver. Et donc vous voilà 2e de Ligue 2 à 1 point du leader, le Paris FC. Bravo Philippe Inchberger. Oui, bonjour, merci. Eh bien oui, alors merci beaucoup de nous recevoir ici chez vous, ou là où vous êtes en tout cas. On voulait évidemment vous faire un petit clin d'œil. Il ne faut pas s'enflammer, mais un peu quand même, non? Oui, mais vous savez, pour l'instant on savoure notre début de saison. On est très très heureux d'avoir gagné 4 matchs sur 6. C'est pas chaque année comme ça. Mais vous savez, dans le sport, ça va tellement vite. Bon, faut toujours garder la tête sur les épaules, bien réfléchir à ce qui nous fait avancer, pour qu'on gagne les matchs, pour qu'on ait un meilleur comportement à domicile que l'année dernière. C'est un de nos objectifs pour l'instant. On est dedans, mais ça peut aller tellement vite. Vous savez, voilà, nous, notre objectif, on est déjà tourné sur le prochain déplacement à Amiens d'ici une douzaine de jours. C'est sûr, puisque là, pour l'instant, il y a une petite pause. Vous ne vous reposez pas beaucoup, hein? Je crois que vous reprenez mardi déjà? Oui, on a laissé un petit peu de jours quand même là, parce qu'on a une trêve internationale. On a en plus, comme vous l'avez dit, pas mal de joueurs qui sont indisponibles, qui ne peuvent pas s'entraîner pour cause de Covid. On a quelques blessés. Bon, voilà, on a un effectif qui est un peu bancal actuellement. Donc, ces quelques jours là vont permettre de remettre un petit peu de fraîcheur dans les têtes. Alors, comment allez-vous justement? Vous déjà, ça va? Oui, à titre personnel, oui. La petite santé, ça va? Très, très bien. Oui, il n'y a pas de souci, aucun problème. Est-ce qu'on a du nouveau depuis samedi dernier? Non, mais tous nos joueurs touchés sont asymptomatiques, ils n'ont rien du tout. Je veux dire, ils courent, ils continuent à se préparer, hein, ils ne vont pas s'arrêter pendant une semaine. Donc voilà, on préfère aussi que, malgré le fait qu'ils soient touchés, qu'il n'ait rien, quoi.
C'est sûr, ainsi que le personnel administratif à qui on adresse nos pensées, bien évidemment. C'est pas marrant aussi de ne pas aller travailler ou ne pas pouvoir travailler dans ces conditions dans le contexte que vous connaissez. Bon, en tout cas, ça fait bien plaisir. On se retrouve donc le 17 octobre à Amiens avec encore un peu d'enthousiasme encore. Bien sûr, beaucoup d'enthousiasme. Écoutez, Amiens aujourd'hui est une équipe qui descend de Ligue 1, mais qui est en difficulté parce qu'ils ont surtout cherché à sauver leur place en Ligue 1 après le confinement, enfin pendant le confinement, et ils ont certainement oublié de préparer leur équipe, ce qui n'est jamais facile quand on descend. Mais bon, voilà, nous, pour l'instant, on a fait 3 déplacements, on a gagné une fois à Chambly, on a perdu 2 fois 1-0. On peut aussi faire mieux de ce côté-là. Oui, vous n'avez pas perdu beaucoup non plus, 1-0, effectivement, c'était Guingamp et Rodez. Eh bien, bravo à vous. Encore une dernière chose, on est dans le mercato, vous allez vous séparer de Terrell Ondane. Est-ce que vous allez vous renforcer ? Écoutez, Terrell est parti, il a été prêté à un club de deuxième division hollandaise, et c'est un championnat qu'il connaît bien. Quant au renfort, on a jusqu'à ce soir minuit, donc il va falloir un petit peu de patience pour vous. Mais voilà, s'il y a quelque chose qui bouge, je serai avisé. On va guetter les annonces. Allez, merci beaucoup, voilà. Philippe Inchberger, de nous avoir fait l'amitié on me souffle qu'il y a déjà des noms qui, a priori... Louis Néry, on vient de nous dire Louis Néry défenseur. Ça y est, je voulais moucher celui-ci. Allez, merci beaucoup. Il n'est pas encore minuit pourtant. Pas encore, on va voir. On est trop généreux. On est trop généreux au GF38. Non, mais nous, en tout cas, on va pas aller contre la communication du club pour l'instant. On vous attend et on va regarder tout ça juste après minuit. Merci et puis bonne chance encore. À très vite. Merci, c'est gentil. Merci. Bonne suite. Au revoir. Jean-Luc Blache, Grenoble-Amiens, ça nous rappelle des souvenirs. C'était aussi des grandes affiches de hockey sur glace. Ça l'est toujours, hein ? Ça l'est toujours. Ça l'est toujours. Alors, justement, c'est pas à Amiens qu'on a retrouvé les Brûleurs de Loup, c'est à Angers. Mais c'est une défaite des Brûleurs de Loup à Angers. Ils ont perdu 4-6. Alors, on sait que c'est pas facile pour les hockeyeurs qui ont dû se passer de leur premier match à domicile, puisque la patinoire Pôle Sud n'est toujours pas disponible. Ils se sont bien battus quand même dans cette fameuse patinoire chez les Ducs d'Angers. Ça n'a pas suffi. Les Brûleurs de Loup se sont donc inclinés 4-6. Alors, du côté des terrains, on a aussi une victoire du basket club du PVBC. Donc, c'est Voiron, le Pays Voironnais Basket Club à Cavigal-Nice. Victoire 84-64. C'est une deuxième victoire d'affilée pour les basketteuses qui n'ont pas pu jouer leur premier match à domicile pour les raisons qu'on connaît. Pas de basket à la Tronche-Mélan. Le déplacement à Strasbourg a été reporté. Pas de hand non plus. Le GSMH Métropole Isère aurait dû jouer. Un derby à la maison contre Saint-Égrève. Qu'est-ce qui se passe du côté de chez vous, Jean-Luc Blache, alors ? Tout simplement une application stricte de ce qu'est le règlement sanitaire demandé par le gouvernement et par le préfet et par capillarité par les collectivités territoriales dont nous dépendons. C'est-à-dire en termes de rassemblement ? La ville de Grenoble et la ville de Saint-Martin-d'Air. Et donc une stricte application, comme nous le faisons de toute façon depuis le départ, avec un protocole sanitaire que nous avons mis en place en relation avec la Fédération française de handball et que nous avons suivi scrupuleusement. Donc, pour les joueurs seniors, puisque nous n'avons pas le statut de professionnel, puisqu'au titre du Code du sport, effectivement, les joueurs n'ont pas de lien de subordination avec leur employeur. Donc, à ce titre, ne sont pas considérés comme pros, donc plus de 18 ans. Vous connaissez la règle jusqu'à la prochaine étape dans une semaine. Et puis ensuite, on reverra. Mais les chiffres, pour l'instant, n'ont pas l'air de bouger trop à la baisse. Pas encore. Ça veut dire pas d'entraînement, ça veut dire pas de match. Mais chacun s'entraîne à la maison. Comment vous faites ? Donc on fait comme il se doit. C'est-à-dire qu'ils ont un protocole en lien avec le préparateur physique du club. Donc chacun se maintient le maximum en activité. Parce que l'idée, c'est aussi que nous n'avons que 4 dates de repli. Pour Saint-Égrève, qui en a déjà 3 en retard, ça va être un problème, parce qu'il va falloir jouer en semaine. Pour ce qui nous concerne, c'est notre premier match. Donc on est en train de réfléchir en fonction des éléments avec le coach pour éventuellement tenter le match à Annecy, à l'extérieur, puisque normalement Annecy n'est pas dans la zone difficile.
J'imagine que dans tous les cas, on saura s'adapter pour que cette saison puisse être menée à son terme. C'est l'agilité. Ben, bien sûr. Alors, on imagine que cette saison est déjà compliquée à la base. Vous jouez dans la poule 5 de National 2, c'est-à-dire en 4e division en France. Vous êtes descendu d'une marche depuis la saison dernière et de 2 matchs par rapport au printemps, de 2 marches par rapport au printemps 2019. Alors, on se souvient de ces images de joie, voire de liesse, qui avaient suivi l'assurance du maintien sur le parquet de Pro League. Vous aviez été sanctionné administrativement pour non-présentation de documents relatifs à la saison précédente. Et puis l'an dernier, vous étiez sur le podium, fin décembre, bien décidé à remonter. Et vous vous êtes vu d'abord retirer 3 points pour non-production de documents à la CNCG et 9 points pour non-versement mensuel des salaires dans les conditions fixées par le Code du travail. Donc le club n'a pas pu régulariser la situation assez tôt et la rétrogradation a été signifiée le 27 février dernier. Qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça ? Alors, il faut reprendre les choses dans le bon ordre, parce que il y a eu effectivement... Il y a 2 saisons compliquées. Voilà, il y a eu une communication qui a pas toujours été effectivement très, très précise. Sur l'épisode de la Pro League, d'abord, ça a été une fabuleuse expérience. Donc, c'est une expérience à laquelle, je pense, le club, certes, ne s'était pas forcément suffisamment préparé, mais surtout, ça a été quand même la découverte d'un environnement... je dirais particulier avec la volonté de la Ligue nationale de handball, qui est une des ligues les mieux structurées au monde, si ce n'est la meilleure avec l'Allemagne, de monter très vite les clubs au niveau administratif, au niveau économique. Et de ce point de vue-là, effectivement, nous n'étions peut-être pas aussi dans les attentes de cette ligue. Ça, c'est le premier point. Pour petite précision, l'obligation qui nous était faite est supérieure aux obligations qui sont faites aux Brûleurs de Loup, qui est un club que je connais un petit peu. Oui, vous avez dirigé pendant 10 ans. Voilà. Et comparativement, la Fédération française de hockey sur glace, le cahier des charges, certes, il y a une organisation ultra pro au niveau des BDL, c'est pas le sujet, mais je dirais que les obligations que met en place la Fédération française de hockey sur glace, c'est 10 personnes à peu près les BDL, au niveau administratif, il n'y a pas d'équivalent, c'est bien au-dessus au niveau de la Ligue nationale de handball. Donc pour vous montrer aussi que la marche était relativement élevée, on a su régulariser les choses tout au long de l'année. Donc à la toute fin, au mois de mai, on a rattrapé tous nos retards administratifs. Mais je crois que sans trahir de secret, à la fin, nous n'étions pas un club compte tenu du déficit d'infrastructure qui était le nôtre. C'est-à-dire que jouer à Pablo Neruda, qui est pourtant une belle salle historique, mais qui est un gymnase malgré tout de banlieue, de quartier, comme on dit, ça ne correspondait pas au cahier des charges dans lequel la Ligue nationale de handball voulait nous mettre. Malgré un maintien sur le parquet ? Alors, on a eu le maintien sportif, qui est déjà... On a eu, d'un point de vue administratif, le quitus sur le fait que et notre budget et le cahier des charges avaient été respectés. Au final, on nous a expliqué que 2-3 primes n'avaient pas été déclarées dans le bon ordre auprès de la commission de contrôle. Mais il se trouve que notre masse salariale était inférieure de près de 50 000 euros et on nous reprochait un dépassement de 6 000 euros. Donc vous voyez, 50 moins 6, ça fait moins 44. On était très largement en dessous. Je crois que c'était vraiment structurel. On aurait dû mieux communiquer. On a un mémo qui fait quasiment 60 pages de notre avocat qui l'a fait valoir auprès des commissions d'appel, auprès du CNO. Et au CNO, on a eu une fin de non-recevoir pour la simple et bonne raison que l'engagement avait été pris vis-à-vis de Valence et de Strasbourg de se maintenir. Donc on nous a gentiment expliqué qu'il ne fallait pas aller plus loin, ne pas aller au tribunal administratif, sinon le club serait lourdement sanctionné. Au final, je pense qu'on a baissé la garde. Et l'année d'après, on a eu bis repetita, le match retour de cette commission qui ne voulait pas de notre montée 2 ans avant et qui a fait le choix, effectivement, de nous gêner là où peut-être structurellement on n'avait pas non plus complètement rétabli les choses. Sur les faits, effectivement... Voilà, on a payé cette situation de montée pour laquelle il n'était pas favorable. Et le fait qu'avec la Ligue, ça s'était passé de manière difficile. Donc on a payé ça. Après, pour être honnête, je pense que stratégiquement, on a fait une erreur. La première erreur, c'est de ne pas créer une société sportive. Il fallait dissocier, il fallait se structurer. On a fait un mauvais choix de recrutement au niveau de notre responsable administratif et financier. Et puis, il y a aussi un paramètre que souvent vous passez sous silence les médias, c'est que globalement, on avait un accord politique. On avait une vraie volonté de nous accompagner de la part d'Éric Piolle, maire de Grenoble, et de David Queiroz, maire de Saint-Martin-d'Hères, de faire la démarche, quand même la ville numéro 1 et la ville numéro 2 de la métropole, et que le blocage du président
du président de la métropole, Christophe Ferrari, contre l'avis de sa majorité, de nous aider au motif que nous ne jouions pas dans un équipement métropolitain, alors que la délibération cadre de la métropole sur le sport n'empêchait pas le financement et l'accompagnement de clubs qui jouent dans un très haut niveau, puisque nous étions dans une ligue professionnelle d'un sport, le handball, qui n'est pas un sport anodin en France, qui est quand même un des sports majeurs, si ce n'est le sport le plus important en termes de résultats sportifs. On sent forcément beaucoup d'amertume par rapport à tout cela, mais comment est-ce que vous rebondissez? Parce qu'il y a un problème structurel, donc comment est-ce que vous comptez? Mais le recul, et avec le recul, tout est positif, dans le sens où aujourd'hui, on a un club qui s'appuie sur une quinzaine de joueurs qui ont été formés, que ce soit les anciens, que ce soit les jeunes joueurs, qui sont issus de la formation qu'on a mis en place depuis 5 ans. Ils sont encore là. Ils sont encore là. Deuxièmement, on a 5 jeunes aujourd'hui qui sont dans les pôles France. On a un joueur pour la première fois depuis plusieurs années qui est en équipe de France, jeune. On peut dire. Oui, c'est Stanis, le gardien qui évolue effectivement avec nous. Et vous créez une académie, alors pardon de vous couper. Et dans la continuité, puisqu'effectivement il y aura beaucoup de choses à dire, mais on va le faire compact. Il y a effectivement la mise en place d'une académie qui permet effectivement, sans être labellisé centre de formation, se veut être très proche effectivement des engagements pour continuer sur la métropole d'avoir une vraie offre chez les jeunes dans ce sens. Et donc on se projette très tranquillement sur la suite, sachant qu'aujourd'hui on peut jouer à Pablo Neruda, on pourra jouer à la Halle Clémenceau et on pourra jouer à la patinoire Pôle Sud si cela est possible. Là où les Masters de hand ont déjà eu lieu. Voilà. Donc aujourd'hui, tout est en place structurellement. Donc ça, c'est aussi l'autre point, c'est que nous n'avions pas les structures. Et la société se créera au fil de l'eau avec l'objectif effectivement de remonter. Donc objectif de remonter déjà en National 1, vous en sentez... C'est la place. Vous en sentez le potentiel? Oui. Et après, faire bouger les lignes, parce qu'effectivement, ce que j'ai dit sur la métropole, la question du positionnement de la métropole sur le sport de haut niveau, son attractivité, on en a été victime. Le BCTM en a été victime, puisque je ne parle pas qu'au nom du club, puisqu'il n'a pas été aidé l'an dernier. J'espère qu'un club qui est en Ligue féminine de basket se doit d'être aidé par une métropole, parce qu'il participe effectivement. Et en plus, c'est un club féminin, je dirais, et en plus, ça lui donne une vertu supplémentaire. Donc, dans ce cadre, il faut que les choses avancent vite et qu'on n'ait pas des positions de blocage pour des petites raisons politiques. Et pour des raisons sportives, on peut revoir ces images rien que pour le plaisir. Donc c'était en 2009, c'était le Grand Chelem, lorsque vous étiez président du club, des Brûleurs de Loup, qui avaient absolument tout remporté. Voilà ce qu'il faut peut-être garder, il y a peut-être ça au bout. Et c'est ce qui vous motive évidemment quand vous êtes à la direction d'un club comme celui-ci. Oui, non, mais le sport, c'est ça, c'est beaucoup de paramètres et c'est aussi beaucoup d'émotions au travers des résultats sportifs, mais que ce n'est pas non plus la seule finalité, c'est aussi développer, structurer un club et que c'est aussi le temps est là et qu'effectivement, fort de cette expérience, aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est qu'on ne pourrait pas prétendre à remonter en Pro League si on n'avait pas vécu cette expérience passée. On n'était pas complètement prêt. C'est pas grave. Ça a permis effectivement, comme je le disais, de valider aussi certains points chez nous en interne, mais aussi de montrer les points de fragilité qu'il y avait aussi dans cette métropole. Et de se servir de cette expérience aussi sportive pour rebondir à l'avenir. Complètement. Pas d'urgence. Eh ben, merci beaucoup. Et il y a la place pour un club à ce niveau-là. Bah oui, surtout par les temps qui courent, on se dit on aimerait bien en voir du sport. Ça c'est clair, en tout cas un sport comme le vôtre. Merci Jean-Luc Blache. Une petite transition pour cocoricoter encore un peu la liste des sites qui serviront de centre d'entraînement pour les JO de Paris 2024 a été dévoilée ce lundi. Et l'Isère compte 4 de ces sites qui donc pourront accueillir des délégations internationales pour leur préparation aux Jeux. Sassenage et le complexe Vieux-Melchior pour le football. Et Chirol pour la boxe et le foot aussi. Bourgoin, la boxe, le handball, le judo, le rugby à 7 et le taekwondo. Et Voiron et TSF Tremplin Sport Formation qui donc accueillerait de l'athlétisme, badminton, basket, BMX et triathlon. Il va y avoir du sport, donc on le dit en 2024 et déjà en un bond. Alors on a un jingle, on ne vous l'a pas servi, mais on a un jingle pour nos invités, c'est à vous. Voilà, et qu'est-ce qui fait courir Sylvain? On va écouter tous les secrets d'un surhomme. Vous avez 21 ans.
Vous êtes né à Noël, c'est ça? Et oui, c'est ça. 25 décembre, parce que rien ne devait être complètement facile avec vous. Vous rentrez tout juste d'Italie avec une victoire au Trofeo Nasego. C'est ça, avec dans la poche le record de l'épreuve, 1330 mètres de dénivelé positif sur 20,6 km en 1h34 et 11 secondes. Félicitations. Vous êtes licencié, Sylvain Cachard, à l'EAG. La semaine dernière, on vous a retrouvé tout auréolé de titres champion de France de trail senior, junior. Par équipe aussi, vous êtes champion de France. Oui, c'est ça. Voilà. Vous avez sprinté sur les hauteurs enneigées de Super Dévoluy. Donc cette fois-ci, c'était 800 mètres de dénivelé sur 12 km. Ça nous paraît irréel. Il y avait la neige en plus. Ça gênait pas trop d'ailleurs pour le coup? Non, ça allait. On a l'habitude de s'entraîner dans ces conditions. Et quand on est un coureur en montagne, il faut s'adapter à toutes les conditions climatiques qu'on peut trouver en montagne. Donc, Même prématurément comme ça? oui, après, c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué, mais un bon coureur doit savoir s'adapter. Alors, c'est de toute manière, il y a eu de la neige pour tout le monde. Et puis, ce ne sera pas la dernière course compliquée. Donc, on prend chaque course comme une expérience. Cette fois-ci, ça m'a souri. On verra la prochaine. Eh bien, en tout cas, la prochaine, ça promet. On se demande comment... Alors là, vous êtes hyper heureux, hein parce qu'on peut profiter aussi de ces images. Frais comme un gardon, encore une fois. Moi, je ne sais vraiment pas comment vous faites, voilà, avec dans les bras de votre coach. Il y a un bonheur absolu, une grande fatigue aussi quand même? Oui, c'est des courses vraiment qui demandent d'aller au bout de nous-mêmes. Cette course a été un peu particulière. Devant un autre Grenoblois. Hein. Oui, c'est ça. Cardin, j'ai oublié son prénom. Thomas Cardin, oui, c'est ça. C'est vrai que c'est des courses qui demandent énormément d'investissement personnel. C'est avant tout une passion et quand on est jeune, voilà, moi je sors à peine de l'adolescence et avoir une passion, c'est vraiment ce qui peut nous guider dans ces périodes un peu de la vie, un peu parfois compliqué où on se cherche. L'adolescence, c'est facile pour personne. Et d'avoir une passion, de s'y mettre à 200%, de tout simplement essayer de concrétiser nos rêves. Bah, c'est vrai que quand on concrétise une petite partie, ça donne toujours la chair de poule et les larmes qui viennent aux yeux, on peut pas s'en empêcher, quoi. Donc c'est vrai que c'est juste un très grand bonheur d'avoir réussi à avoir ce titre de champion de France de course en montagne. Oui, alors un petit rappel pour les non-initiés, il y a de la course en montagne, il y a de l'ultra-trail, il y a de la sky race aussi, hein, comme dans 2 semaines, les 17 et 18 octobre en Matésine. Sky race, là, c'est vraiment, on court sur les hauteurs, sur les crêtes, vraiment sur les hauteurs. La course en montagne, comment vous le définissez? Oui, c'est vrai que c'est des disciplines du sport outdoor, de la course à pied un peu différentes, mais assez voisines. Le skyrunning se caractérise plutôt par des portions très techniques où parfois on peut plus courir, on est obligé de marcher, parfois de mettre les mains, etc. L'ultra trail, c'est plus par la distance qui se différencie de la course en montagne. La course en montagne se veut un format accessible à tous, hein. Il y a des gens qui courent sur piste, sur route, en cross, qui font du plus long, du plus court. C'est vraiment au carrefour des chemins et c'est pour ça que même ici. Oui, tout à autour fait. de la métropole, des petits parcours de Oui, moi je vais souvent courir à la Bastille, au Mont-Racher, au Col de Vence, au Fort Saint-Hénard. Oui, c'est sûr, et c'est pour ça c'est une discipline qui permet de regrouper énormément de personnes issues de sports différents et donc d'avoir un niveau et une densité vraiment très intéressante pour pouvoir avoir une course vraiment de très haut niveau et de très haut vol. Alors, comme rien n'est simple avec Sylvain, on peut regarder la neige vous fait pas peur puisque vos conditions d'entraînement aussi, c'est les pieds nus dans la neige. C'est comme ça qu'on devient un grand champion aussi, c'est en se faisant mal. Oui, non, c'est vrai que là... J'ai trouvé ça sur votre page Facebook. Oui, c'est ça. C'était il y a quelques années, j'étais au-dessus de Font-Romeu. C'est vrai que quand j'aime bien me ressourcer, je vais à la montagne. Bon, ça se voit peut-être, je suis plus à l'aise en montagne que sur un plateau télé. C'est vrai que... Oh, mais pas du tout, au contraire. Mais c'est vrai que c'est là où je me sens bien, que ce soit pour l'entraînement ou juste pour profiter du cadre, parfois être accompagné des personnes qui comptent ou alors tout seul. C'est vrai que c'est vraiment là où je me sens bien. Je pense que pour faire un sport comme la course en montagne, qui est très, très exigeant, hein, on le voit souvent sous nos faciès, c'est beaucoup de souffrance. Il faut réussir à prendre du recul, à avoir assez de maturité sur notre pratique, sur notre passion pour savoir que voilà, si c'est dur, c'est parce qu'on le veut, parce qu'on l'a voulu, et puis qu'il y aura des moments de gloire pour récompenser toute cette souffrance, et puis ça reste avant tout de la passion et du plaisir. On oublie qu'on a mal presque, sauf que ce qui nous paraît irréel, c'est que vous courez vite, et vous courez longtemps, et vous courez là où il y a du dénivelé. C'est peut-être ce qui peut paraître de plus dur pour des personnes qui courent, qui font leur footing. C'est vraiment un sprint dans la durée. Oui, c'est ça. C'est vrai que la course en montagne, ça peut rendre vraiment un sprint par rapport à un ultra-trail, par exemple, sur plusieurs heures, plusieurs jours. Moi, je dirais que de toute manière, on a commencé tous au même stade. Alors, c'est vrai que on a peut-être des gènes plus ou moins prédisposés, mais on a tous commencé à courir un tour de piste,
ou un tour de parc, ou un tour de pâté de maison, puis 2, puis 3, puis commencer à aller voir la première petite montagne. Et tous les gens, quel que soit leur niveau, leur âge, leurs conditions physiques, s'ils ont envie, si voilà, ça les fait rêver, comme moi quand j'étais petit, de voir ces coureurs qui dévalent les pentes ou qui montent à une vitesse vraiment, vraiment incroyable, bah, rien ne l'empêche d'essayer cette discipline. C'est vrai que c'est vraiment grisant. Il faut commencer à son niveau et puis on ne sait jamais jusqu'où on peut aller. Alors, vous êtes ingénieur à l'INSA, élève ingénieur à l'INSA de Lyon. La vie, c'est trop confortable si on ne se donne pas un peu de défis physiques et mentaux, intellectuels. C'est vrai. Je pense que quand on fait du sport de haut niveau, un sport individuel, faut avoir une conception de la vie un peu particulière. J'ai toujours pensé que la richesse dans la vie, c'était le temps et pas l'argent. Vivre des moments comme ça, c'est inoubliable, c'est inestimable. J'échangerais ça pour rien au monde. Même une quantité astronomique de 0 après un 1, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus beau. Alors en plus, j'ai la chance de partager ça avec des amis, avec de la famille, avec ma copine. On fait tous les mêmes disciplines. On part des week-ends entiers, on traverse l'Europe, on va faire des courses avec un plateau international de fou. Et bon, ça passe à travers parfois, mais quand ça nous réussit, on peut qu'avoir la chair de poule et les larmes aux yeux, quoi. Bah vraiment, respect, Sylvain, licencié à l'EAG. On va s'y mettre un peu, nous aussi, Jean-Luc, du coup. On va le faire doucement, non, voilà, en marchant déjà. Ça donne le sourire et ça fait du bien à la tête. Mais vraiment, bravo. Ah bah, merci à vous. Bravo, Sylvain. On n'a pas le temps de passer l'agenda de Lilian. Vous regarderez ça dans le JT de jeudi prochain pour savoir les événements du week-end à venir. Une info qu'on m'a glissée dans l'oreillette. Jean-Luc, Alexandre Texier revient aux Brûleurs de Loup. Oui, tout à fait. Bah voilà. Ça paraît logique, ils sont en trève. Bah oui. La NHL vient de finir avec la belle victoire de Tampa Bay. Mais c'est une énorme nouvelle, ça, en tout cas. Voilà, qui joue Alexandre Texier, formé au club et qui joue au championnat nord-américain. Une pépite qui donc revient à la patinoire Pôle Sud quand elle voudra bien, effectivement. Quand elle voudra bien. Non, mais elle revient. Elle revient. 18 octobre avec Grenoble-Gap. Merci beaucoup encore à vous. Bravo et à très vite.